est-ce que les Bongos perdront-ils le trône du pouvoir? Mais oui, ils le perdront, car les Bongos ont tellement tué les Gabonais, comme des lapins. Leurs hommes, les tueurs des tueurs, bien cagoulés, ils ont caché leur visage pour que personne ne puisse opérer qui ils sont. Les bongoïstes, ils ont mis des cagoules et ont tiré sur des Gabonais comme des lapins. Les Gabonais ne veulent plus être des grands nageurs quand il y a des inondations. Ils veulent se débarrasser des clans bongoïstes et ils vont arriver. Bravo peuple gabonais, ils arriveront. Les bongoïstes seront écartés un jour, oui, du trône. Les bongoïstes seront écartés du trône, oui, car le président Champing, élu démocratiquement, occupera le siège. Et il mettra pas mal des œuvres en route pour des constructions, des logements et mettre de l'eau potable pour tous, ainsi que de l'électricité. Le président Champing donnera du travail à chaque Gabonais et chaque Gabonaise. La vérité triomphera. La vérité triomphera. La vérité triomphera. Le peuple gabonais sera toujours dans la victoire. Les peuples gabonais seront toujours victorieux. La vérité triomphera. Yes. Les bongos, le club bongo, et tous ils vont fouiller. Mais les Gabonais, qu'est-ce qu'ils feront? Ils les attraperont. Oui. La vérité triomphera pour le peuple gabonais. La vérité triomphera pour le peuple gabonais. Tous ceux qui ont marché au pavillon de droits de l'homme, sitting, qui ont fait pas mal de marches, sont allés pas mal dans des pays européens pour la cause gabonaise. Ils seront dans la joie, ils seront tous dans la joie, au nom des ancêtres bantous. La vérité doit être dite. Le Gabon reviendra au peuple gabonais. La vérité doit être dite. Et le Tché est là pour faire immensement mal à la tête du voleur de Ali. C'est parti. Et voilà pour ce reportage sur le clan Bongo, une histoire française, un reportage signé Donatien Lemaître et Laurent Di pour Bangoumi. Et on se retrouve dans votre bureau, Robert Bourgi, dans les beaux quartiers de la capitale, un bureau dans lequel j'imagine se passer un certain nombre de chefs d'État africains. On va parler d'Omar Bongo, que vous appelez papa, on va parler de son fils, Ali Bongo, on va parler de vous aussi, puisqu'il y a des choses à dire. Vous avez notamment défrayé la chronique en offrant des costumes très chers à François Fillon. Ça lui a coûté assez cher, on verra si on a le temps d'en parler. Mais d'abord, l'Afrique. Ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est à la fois parfois exotique, quand Ali Bongo s'offre un grand orchestre à Londres, et puis parfois tout à fait dramatique, quand il y a des mots après sa réélection à Londres. Qu'est-ce que vous retenez? Je voudrais tout d'abord féliciter les auteurs de ce reportage. Ils dépeignent très bien la situation du Gabon au lendemain de l'élection. Volé Dimba, mais surtout il dépeint bien le personnage Ali Bongo. Alors ça veut dire que vous confirmez cette immense fortune, 400 millions d'euros, ça veut dire que vous nous confirmez ces immeubles, ces propriétés achetées en France, et puis le caractère douteux et violent de sa dernière réélection.
Quand vous dites 450 millions d'euros, je crois qu'on est loin du compte. Je pense que ça devrait tourner autour de 2-3 milliards d'euros. La fortune personnelle d'Ali Bongo. La fortune amassée par le clan Bongo. Il est évident que Ali Bongo Ondimba s'est considérablement enrichi pendant les 7 années de son premier mandat. Énormément. Mais regarde, Gilles, vous dénoncez des choses graves. La fortune qu'avait le père, la fortune qu'a le fils, mais pendant des années, vous étiez très proche du père, vous l'appeliez pas mal. Ça ne vous dérangeait pas à l'époque, comme Bongo détourne autant d'argent de son pays pour se le mettre dans la poche? Monsieur Poincaré, les temps ont changé. Lorsqu'en septembre 2011, j'ai provoqué, rappelez-vous le titre du Monde, un séisme dans notre pays, j'ai dénoncé des pratiques qui ne doivent plus exister aujourd'hui. En septembre 2011, pour que les gens comprennent bien. Septembre 2011. Vous avez raconté pendant des années, vous-même avez ramené des mallettes de billets, entre autres, que vous donniez, entre autres, aux partis gaullistes, que vous avez vu Jacques Chirac et Dominique de Villepin compter. Excusez-moi. Les billets que vous avez ramenés. Il faut que je charge le téléphone parce que on m'annonce qu'il reste que 9%. Pour que ça coupe pas, il faut que je charge immédiatement. Et nous allons repasser sur la vérité du reportage. Ce reportage s'appelle « Coup de poing contre ceux qui veulent accompagner Ali aux législatives bidons ». Voilà. Voilà, c'est reparti. Donc, ça, vous l'avez révélé en 2011. J'ai dénoncé ces pratiques et ce que j'ai constaté à l'époque, c'est qu'on m'avait menacé de diffamation. Je n'ai vu aucune diffamation, si ce n'est celle de Jean-Marie Le Pen. Robert Brigitte, je crois qu'il faut expliquer ce que c'était que la France-Afrique à cette époque, vous dites il y a 10, 20, 30 ans. En gros, la France protégeait les potentats, les dictateurs africains. En échange, ces dictateurs donnaient de l'argent qui servait essentiellement à financer les partis politiques français. À l'époque, il n'y avait pas de financement des partis politiques. Et c'est les mallettes que vous et d'autres rameniez qui finançaient la démocratie française en partie. Monsieur Poincaré, je l'ai dit au magistrat là-dedans. Je n'ai jamais transporté de mallette. Dans ce bureau, vous l'avez dit au début de votre propos, il s'en est passé des choses. Les émissaires, ministres, directeurs de cabinet, fils ou filles de chefs d'État, arrivaient 2 jours auparavant, j'avais pris des rendez-vous avec telle ou telle personnalité politique de tous bords. Et je les accompagnais. Ils versaient leur obole. On s'est changé les mallettes. Voilà. Dans ce bureau. Mais moi, je n'ai jamais transporté de manette. Ok, mais ça se passait dans ce bureau quand même. Vous avez écrit récemment vos mémoires. Terminé. Sauf que vous ne les publiez pas. Non. Pourquoi? Parce que c'est de la nitroglycérine, c'est explosif. Je crois que la nitroglycérine, c'est une boule puante à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit pétard. Si ces mémoires devaient paraître aujourd'hui, comme l'a dit dernièrement un homme politique, le premier plan de notre pays, qui avait lu quelques passages, je lui ai dit, tiens, tu n'as qu'à lire. Le lendemain, il m'a appelé à la première heure du jour. Il m'a dit, il faut que je te voie. Je suis allé le voir, il me dit, Robert, je t'en supplie. Si ces mémoires paraissent, tout un pan de la classe politique française va à la retraite immédiatement. Alors ça fait 400 pages, si je 400 pages. C'est dans un coffre-fort quelque part, là, non? Ça a disparu. Il y a un exemplaire chez Robert Laffont, il y a un exemplaire chez Valdiguier, il y en a un chez moi. Laurent Valdiguier du journal du dimanche qui a coécrit avec vous. Donc il y a 3 exemplaires. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas trop m'embêter. Hein. Non, sinon j'ai sous la main et je vais vous dire quand même que le titre des mémoires a été choisi. Ils savent
que je sais tout. C'est le titre de... Donc je suis là, et j'observe. J'observe. Ils savent que le tien, c'est beaucoup. Ils savent, le clan des bongoïstes, que le tien, c'est beaucoup. Parce que c'est tous des francs-maçons-sorcelleries baptisés dans la loge de France pour devenir des francs-maçons. Mais au Gabon, ils ont amené la franc-maçon-sorcellerie. C'est comme au Congo, chez moi, au Congo-Brazzaville. 8% Sassou, qui n'a pas gagné aux élections, a amené la franc-maçon-sorcellerie. C'est comme les opposants congolais de Brazzaville qui parlent, qui montent des dossiers à Paris, mais la majorité sont des francs-maçons. Comment des francs-maçons peuvent combattre un autre franc-maçon? C'est grandement faux. Pour qu'un franc-maçon dégage du siège, seul que la révolution peut faire qu'il dégagera. Mais ça ne se fera jamais avec un autre franc-maçon. Grandement faux. Donc, il n'y a que les cocktails Molotov qui sont la solution de la libération du peuple gabonais et du reste du peuple africain. L'Église catholique qui fait marcher les gens de la RDC avec des croix de Jésus et des Bibles, c'est pas la croix de Jésus ou les Bibles qui vont empêcher. Seule que la détermination de la révolution peuvent dégager des dictateurs. C'est reparti. Je m'amuse. Un dernier mot, Robert Bourgi, parce que vous avez défrayé la chronique ces derniers temps, vous êtes connu du grand public pour la fameuse affaire des costumes de François Fillon, des costumes qui vous ont coûté assez cher à lui et à vous un peu plus de 10 000 euros, à lui peut-être la présidence de la République, non? On a beaucoup dit que l'affaire de ces deux costumes que vous avez offerts à François Fillon lui a coûté l'élection. François Fillon est un ami. Était un ami. Je lui ai fait ce cadeau. C'est en fait un pari que je m'étais fait. Je me rappelle, il m'avait appelé, il me dit, est-ce que tu es libre pour prendre un petit déjeuner au Ritz? Il aime bien ces petits endroits assez chics. Je suis allé, j'ai pris mon petit déjeuner avec lui. Bien entendu, c'est moi qui ai réglé. Et je n'ai jamais vu régler une note. Et il m'a dit, tu sais, je vais gagner la primaire. Je vais battre Alain. Et je serai président de la République. Je l'ai écouté. Et je lui ai dit, t'en es sûr? Il m'a dit oui. Et à part moi-même, comme l'on dit, j'ai dit, tiens, je sais qu'il aime les vêtements d'Arnis. Voilà. Je vais lui offrir 2 costumes. Et il ne le savait pas. Étant persuadé, M. Poincaré, qu'il n'allait pas battre Alain Juppé. Et voilà François Fillon, vainqueur de l'élection, de la primaire. Je suis allé chez Arnis, j'ai commandé 2 costumes, j'ai payé ces 2 costumes, et j'ai dit au maître tailleur, vous vous manifestez auprès de M. Fillon et tout et tout. Et il a payé cher. Il a payé cher. Mais Il l'a payé cher, pourquoi? Parce que vous l'avez révélé. Monsieur Poincaré, il est élu. Il m'envoie un texto. Merci pour tout. Nous sommes en octobre. Merci pour tout. Je t'embrasse. Et un petit smiley. Je n'ai jamais couru après une audience. Mais c'est un copain. Quelques jours passent. Je lui envoie un texto. Cher François, j'aimerais bien passer 5 minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille de Saint-Julien. Des bonnes années. Aucune réponse. Je dis bien aucune réponse. 4 mois se sont écoulés. Un jour, je le rappelle, je dis François, je ne comprends pas ton silence. Je ne cours après rien à mon âge. Il m'a dit, j'ai la tête sous l'eau, je n'ai pas le temps de te voir.
lui ai rien dit. Vous savez, ça travaille. Je vous ai lettre, fait de chair et de sang. Travaille, je dis, comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça? Et j'ai appuyé sur la gâchette. C'est pas plus difficile que ça. Appuyer sur la gâchette, ça veut dire révéler que vous allez faire cette question. Pourquoi le questionner? Il ne reste qu'une question qu'on se pose, Robert Bourgi, parce qu'on a bien compris cette affaire des costumes. Vous êtes déçu. Il y a une deuxième raison. C'est qu'il a été ignoble avec Sarkozy. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a encouragé à appuyer sur la gâchette? Monsieur Poincaré, j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, tu sais Nicolas, je ne suis pas bien actuellement. Il me dit, mais pourquoi? Et je lui raconte ce que je viens de vous dire. Je lui dis, je vais me le payer. Il me dit, ben écoute, de toute façon, même si je te disais le contraire, je connais ta détermination, tu vas le faire. Je lui dis, je vais le faire, Nicolas. Je ne veux pas que cet homme rentre à l'Élysée, il n'en est pas digne. Un, il a été ignoble avec toi, qui touche à Sarkozy, me touche. Deux, d'avoir, en janvier, dit, si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas. Il a oublié ce qu'il avait dit en janvier, ça je ne l'accepte pas. Je me rappelle qu'à la fin du déjeuner, il m'a conduit jusqu'à la porte, il m'a embrassé comme il le fait à chaque fois. Tu vas le faire, Robert. Je dis, c'est comme si c'était fait. Il me dit, alors il ne sera pas président. Là, tu vas le tuer. Et voilà. Et voilà ce qui est arrivé, et voilà comment vous venez de me dire que vous avez... Et voilà, et voilà. Sur la gâchette. Merci beaucoup Robert Bourgi pour ces informations sur les costumes de François Fillon et surtout sur Ali Bongo, le président gabonais à qui nous consacrions cette émission. Avant de se quitter, je voudrais vous dire que Tristan Walex et Mathieu Régnier viennent d'obtenir le prix Albert Londres, c'est le prix le plus prestigieux en matière de télévision. Ils l'ont obtenu pour leur enquête pour complément. Donc, vous avez vu. Excusez-moi un moment. Bon. Donc, le tien, il est revenu. Je veux mettre les biens mal acquis au Canada des Bongos. Cette vidéo, ce reportage, c'est pour ouvrir les yeux des enfoirés de merde qui veulent accompagner Ali aux élections législatives. Parce que la plupart qui ont fait des marches avec nous au pavillon de droits de l'homme, des sit-ins, maintenant courent comme des Tom Sawyer. Oui, c'est des Tom Sawyer.
bien mal acquis des dirigeants africains. C'est parti. C'est parti. Surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'est en juin 2016, en plein boom des condos dans la rue Foutan. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bouman. C'est le frère du dictateur Jacques. Lui, comme d'un coup, il achète 3 millions de dollars de condos. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes. Puis il y en a pour 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits et crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procédures à l'acquisition de despotes africaines se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, Blue O'Reilly, condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tim Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transféré près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant évidemment sur cette somme de 2 millions de dollars à l'année. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouillard, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmwood. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Compostelle-le-Cristal, où Voltaire Brice et Tourbet détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ces investisseurs. Et quoi, TVA Nouvelle, Montréal. Bon. Il y avait un dossier aussi sur les bongos. Il faut que je retrouve ça. Pourquoi on ne le fait pas sortir, les biens mal acquis? Le bien mal acquis des bongos au Canada. Quoi, ils ont enlevé la vidéo ou quoi? Il y avait les biens mal acquis des bongos au Canada. Ah non, vraiment, la mafia là est terrible. Il y avait la vidéo des biens mal acquis de Ali Bongo au Canada. C'est où? Ils ont donc enlevé la vidéo. Non. Bon. C'est quand même bizarre que je ne retrouve pas. J'ai retrouvé des bongos. D'abord parce que... Voilà. Ali fait souffrir les peuples gabonais et lui, il vit au luxe.
Luxe des luxes. Voilà. Le tien, il parle avec preuve. C'est parti. Un proverbe africain dit « Suivez les abeilles et vous mangerez le miel ». Et le Québec est rempli de ruches. En fait, des condos, immeubles à logement et résidences achetés presque toujours sans emprunt bancaire par des politiciens et hauts gradés des pays les plus francophones. Griffintown, Île des Sœurs et même Gatineau sont des ruches de prédilection pour nombre de proches du pouvoir au Congo-Brazzaville, au Gabon ou au Tchad, par exemple, ce monsieur qui vient d'acheter 10 condos d'une traite pour 3,1 millions de dollars. Des transactions comme ça, on en a recensé plus d'une vingtaine. Pourquoi ici? D'abord parce que pour les familles de ces gens-là, Montréal, le Québec, est un endroit paisible, moderne, idéal pour étudier et grandir dans la paix. Tout ça en français. Un petit paradis en somme. Aussi en Europe, plusieurs sont sous enquête. Surtout en France, où nombre d'entre eux sont sous la loupe des autorités qui les soupçonnent d'avoir acquis des propriétés avec des fonds publics détournés. Au Canada, la loi est différente. Déjà, les avocats canadiens impliqués dans ces transactions immobilières gardent le silence. Au respect du secret professionnel oblige. Les seuls à devoir déclarer les transactions douteuses, ce sont les banques. Elles les déclarent à l'Agence canadienne sur le renseignement financier. Mais s'il n'y a pas de plainte ou d'enquête, cette information reste consigne, non utilisée. L'organisme Transparency International parle d'un vide juridique au pays. Pendant ce temps-là, les abeilles, elles, restent très actives. Voilà. Donc vous avez vu, les biens que le clan Bongo aussi ont au Canada. Mais c'est quand même bizarre parce que avant cette vidéo, elle mettait du temps. Mais maintenant, elle ne met plus du temps. Non, les Bongo, ils travaillent. Ils travaillent pour cacher tout leur clan des magouilles. Oui. Oui. Bon, là c'est quoi? Ligne rouge. Ah d'accord, il faut un peu suivre. Ligne rouge des biens mal acquis. Tout d'abord, j'aimerais dire un truc. Le tien est quelqu'un, c'est un résistant de force qui est là pour afficher tous les triomphes, voleurs des richesses du peuple gabonais et du reste du peuple africain. Le tien ne travaille pas pour les hommes politiques véreux. Le tien ne fait pas de combat pour les dictateurs, mais pour le peuple africain, afin que ce peuple soit dégagé complètement des enchaînements de l'esclavagisme moderne. Oui, car l'esclavagisme moderne fait immensement mal. Why you never put in the microwave after the cheese will go, it will be nice. Voilà, c'est parti. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue avec ce nouveau numéro sur la télévision panafricaine africaine.